On y va, bonjour à tous. IBM Power Cybervault. Donc on va parler Power, on va parler stockage. Donc je suis moi-même avant-vente stockage dans l'équipe française. Mathieu est avant-vente Power dans l'équipe française. Et Guillaume travaille dans une entité worldwide qui développe des démonstrations. On lui a demandé de venir nous donner un coup de main pour montrer des morceaux de démonstration sur lesquels il a l'habitude de travailler dans le cadre de ces missions où on a la chance. Il ne parle pas trop mal français, ça va. On comprend un peu ce qu'il dit. Donc c'est pratique. Cybervault, on est en train d'accompagner nos clients dans une démarche de protection face à la cybercriminalité. Je sors toujours ces mêmes métriques un peu tarte à la crème, et à chaque fois que je les présente, je me dis ça sert à rien, tout le monde le sait. Et en fait, les gens, ça fait partie des chiffres qu'on voit, sans forcément prendre le temps de les interpréter et de les comprendre. Alors, on peut pinailler sur les chiffres, dire c'est à 10, 15, 20% près, mais ça ne change vraiment pas les choses. 59% des organisations frappées par des attaques ransomware en 2024. Je n'ai pas le chiffre 2025, parce que 2025 n'est pas fini, mais on ne s'attend pas à une décroissance. 94% des attaques qui visent d'abord les sauvegardes. On a dans notre inconscient l'habitude de dire bon, bah, si vraiment ça va mal, j'ai la sauvegarde. Ça, c'était vrai avant. Dans une logique de cybercriminalité, les sauvegardes sont les environnements qui sont attaqués en premier. Via du chiffrement, par exemple. 78% des victimes ont mis plus de 100 jours pour s'en remettre quand elles s'en sont remises. Il y a des exemples de sociétés qui ne se sont jamais remis des cyberattaques et qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils n'ont jamais réussi à récupérer leurs données, donc la valeur de leur business. Coût moyen d'une attaque, 5 millions. Alors c'est un chiffre qui fait peur, qui mélange un peu les choux et les carottes, parce qu'on se retrouve à avoir des énormes attaques qui coûtent très cher et des petites attaques qui coûtent 20, 30, 40, 50 000, 100 000 euros. Et du coup, le 5 millions d'euros ne veut pas dire grand-chose. On voit tous les jours dans la presse la petite PME qui a dû payer 5 000 euros, l'ETI qui a dû payer 50 000 euros face à une cyberattaque. Alors tout à l'heure, c'est un repeat de la session, j'ai montré ce chiffre, 56% des gens qui payent pour récupérer leurs données, et quelqu'un m'a ressorti une statistique plus récente où on serait passé à 75%. Donc aujourd'hui, la règle de base, c'est on paye. Et des fois, quand on paye, on récupère ses données. Pas toujours. On les récupère, mais elles restent quand même aux mains des... Et bien souvent, celui qui a trouvé l'adresse, il revient, quoi. Tant que je gagne, je joue. Alors, en France, on est un peu privilégié par rapport à d'autres endroits. Déjà, au niveau européen, il y a des régulations. La régulation DORA, qui ne concerne que le domaine bancaire. Mais même en dehors du domaine bancaire, on a la nouvelle réglementation NIS 2, qui n'est pas encore complètement implémentée en France, parce que la loi, c'est un peu compliqué en France en ce moment. Donc, on n'a que la réglementation européenne qui n'est pas encore complètement déclinée, qui s'adresse à environ, c'est là où on ne sait pas tout à fait, mais environ 1500 entreprises en France, qui sont toutes les entreprises dont on considère qu'elles sont critiques pour le fonctionnement de l'État. Et c'est un périmètre qui est super vaste, puisque ça intègre les gens qui font de la distribution agroalimentaire, des gens qui sont dans les transports, des gens qui sont dans l'énergie. Donc, je pense que si on analysait la statistique parmi les clients Power, quels sont ceux qui sont critiques au fonctionnement de l'État, je pense qu'on en aura une vaste majorité. Et alors qu'on avait avant une réglementation NIS 1 qui touchait 30 clients en France, maintenant on a NIS 2 qui en touche 1500, ce qui veut dire globalement à peu près tous nos clients. Cette réglementation NIS 2, elle oblige nos clients à avoir des outils de reporting, à avoir des plans de test, à être en capacité à poser des procédures et à avoir documenté comment ils sont réputés faire face à une cyberattaque.
C'est pas si évident que ça du tout. En France, on a la chance d'avoir l'ANSSI, qui est à la fois un organisme de conseil qui propose des formations, de l'enablement, qui émet des guides de bonne pratique, mais qui est aussi une entité de sanction, enfin qui devrait être une entité de sanction, qui n'a pas encore beaucoup sanctionné pour l'instant, parce qu'on est encore un peu dans la phase gentille, mais ça ne durera pas, on sait que ça ne durera pas. Et on sait que nos clients sont à ce jour extrêmement mal préparés et n'ont pas le niveau de préparation nécessaire, ne serait-ce que pour être alors, en conformité vis-à-vis de ce que nous, on penserait nécessaire, mais aussi ce que la réglementation est réputée leur imposer. On a souvent une réflexion, ouais, mais cyber-résilience. Moi, j'ai investi dans la cybersécurité depuis plusieurs années. J'ai des firewalls, j'ai une équipe sécurité. La cyber-résilience, je gère. Ah non. Non, parce que la cybersécurité, c'est mettre en place des verrous, c'est mettre en place des protections pour ne pas être attaqué. Donc, c'est devant votre maison, vous avez mis un portail, à votre porte, vous avez mis une serrure, puis vous avez mis un système d'alarme. Vous avez mis en place des barrières pour ne pas avoir d'intrusion, certes, mais qu'est-ce qui se passe le jour où vous êtes quand même confronté à une intrusion parce que les systèmes n'ont pas fonctionné, ou parce que vous avez laissé la porte ouverte, ou parce que quelqu'un est passé par la fenêtre? Là, on rentre dans la cyber-résilience. C'est comment je fais pour continuer à fonctionner quand l'ensemble de mes verrous de cybersécurité n'ont pas fonctionné. Et ça s'appelle la cyber-résilience. Comment je vais faire pour continuer à travailler malgré un incident cyber? Aujourd'hui, à peu près tous nos clients ont choisi de mettre de l'argent dans les restaurations traditionnelles, alors via des backups, ça fait plusieurs années, mais maintenant, la notion de réplication vers une deuxième salle, vers 3 salles, sont des choses qui sont traditionnellement répandues, et il ne doit plus y avoir beaucoup de power en production qui ne soit pas associé à un mécanisme de réplication traditionnel. Et c'est très bien. Et heureusement que tous les clients font ces investissements parce qu'ils en ont besoin. Maintenant, ça ne suffit absolument pas à les protéger contre un risque cyber qui est un risque fondamentalement et structurellement différent. Avec un système de réplication traditionnel, on cherche à se prémunir d'un risque qui est plutôt aléatoire. C'est une catastrophe naturelle, c'est un feu, c'est un incident électrique, c'est une inondation. Avec les procédures de cyber-résilience, on cherche à se protéger contre un risque qui est ciblé. Et ce n'est pas la faute à pas de chance, c'est quelqu'un qui a pensé une attaque pour faire un maximum de dégâts. C'est vraiment différent. Avec une attaque cyber, avec une attaque traditionnelle, on a souvent des impacts qui sont locaux, régionaux. Mon data center, il est offline. Bon, maintenant, moi, dans mon business est réparti dans 5 data centers dans le monde. Donc, j'en ai un qui est par terre. Bon, tant pis, mais je continue à bosser sur les autres. Avec les attaques cyber, c'est pas ça. J'ai réussi à rentrer dans le système d'information. J'ai commencé à mettre en place une corruption qui a gangréné l'ensemble de mes systèmes. Et j'ai potentiellement tous mes systèmes qui sont impactés. Avec les systèmes traditionnels, on va peut-être se préoccuper des sauvegardes, mais à la limite pas plus que ça. Très souvent, on a une sauvegarde, peut-être on a externalisé les données dans un coffre, on a externalisé les données sur bande qu'on met au coffre, mais on ne sécurise pas forcément les environnements de backup plus que ça. Alors qu'en cyber recovery, l'infrastructure de sauvegarde, c'est celle qui est ciblée en priorité. Face à une attaque traditionnelle, le point de restauration, il est connu. C'est pas compliqué, c'est le dernier. Normalement, on essaie toujours de repartir de la dernière version des sauvegardes. Face à une attaque cyber, c'est la dernière version saine. Donc, il va d'abord falloir identifier quelle est la version saine. Comment on fait pour identifier la version saine et la restaurer. Ce sera quoi mon RPO, mon RTO? Face à un système face à un risque traditionnel, c'est assez balistique cette histoire. On sait que c'est ma dernière sauvegarde. Je fais une sauvegarde par jour, donc je repars
je repars à la copie d'hier, et puis je sais qu'il me faut 5 heures pour restaurer. Donc, point de reprise 24 heures, temps de restauration 5 heures, c'est facile. Risque cyber, oula, on ne sait déjà pas quelle est la dernière version de sauvegarde, on va peut-être devoir en restaurer 3. Et puis derrière, je vais probablement aller faire du pick and choose dans mes sauvegardes intermédiaires qui ne sont pas complètement saines, mais qui ne sont peut-être pas complètement corrompues. Donc, je vais peut-être avoir des restaurations partielles. Donc, mon RTO, RPO, je ne le maîtrise pas. Durée de remise en état, face à une attaque traditionnelle, en heures, en jours, si je suis mal organisé. Une attaque cyber, la moyenne, elle est plutôt autour de 3 semaines. Ce qu'on observe chez nos clients, c'est pour qu'un client se remette, quand il se remet une attaque cyber, c'est environ 3 semaines. Et là où c'est le plus drôle, c'est que la probabilité d'occurrence, la probabilité d'avoir besoin de mettre en place une restauration face à un risque traditionnel, c'est quand même assez faible. Un data center, ça ne crame pas tous les jours, quoi. Quand un data center brûle, ça fait la une des journaux. Quand il y a une attaque cyber chez un client, ça ne fait même plus la une des journaux, quoi. Quand c'est un hôpital et puis qu'il y a des morts, ça fait la une des journaux. Et quand il n'y a pas de mort, on n'en parle même plus, quoi. Si, page emploi, c'est fait pirater hier. Page emploi hier, ouais. Parce que, filiale de l'URSSAF. Ouais. Mais globalement, la probabilité de l'occurrence d'une attaque cyber et d'avoir besoin de mettre en place ces mécanismes, c'est vachement plus élevé que les risques traditionnels. Comment on va se secourir de ça? Globalement, pour limiter l'impact, il va falloir qu'on soit capable de détecter les risques au plus tôt. Et pour restaurer le plus rapidement possible, il va falloir automatiser, il va falloir s'entraîner. Voilà. C'est assez binaire, cette histoire. Alors, chez IBM, et pas seulement chez IBM, comme je dirais communément sur le marché, on considère qu'il n'y a pas d'outil magique. Il n'y a pas un truc qui fait que vous êtes blindé. On va avoir une approche un petit peu incrémentale. Je vais démarrer avec des outils simples et je vais améliorer ma cyber-résilience par étapes. Et je vais avoir des choses qui font déjà, j'améliore. Et puis, on sait qu'on va continuer à développer des outils pour vous faciliter la vie. Mais globalement, chaque étape est un progrès. La base, ça va être de sécuriser et protéger vos données et vos infrastructures. C'est évident, mais ça passe par là. En stockage, ça va être de l'encryption, typiquement, des choses comme ça. Et en Power, on a d'autres choses. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de stockage, parce que, globalement, l'encryption, c'est sur les données. Donc, en toute logique, il faut sécuriser le stockage. Par contre, il y a quand même un intermédiaire entre j'ai des données et je les utilise. Ça, c'est là qu'on a nos super machines puissance 11. Donc, c'est bonne celle-là. Donc, ce qui est bien avec le Power, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est que c'est puissant, d'une part, mais c'est aussi que c'est sécurisé. Au-delà de l'aspect flexibilité. Enfin bon, on a eu le discours ce matin et on était tous époustouflés. Et donc, ce qu'on va garder en tête, c'est que la sécurité elle est à tous les niveaux. Et au niveau matériel, on va avoir un firmware avec un hyperviseur sur le firmware qui est extrêmement sécurisé, qui permet d'avoir un degré d'isolation et un contrôle de l'isolation entre toutes les couches et entre tous les environnements. Et au-delà de ça, on va aussi avoir des algorithmes donc, de quantum safe, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est l'aspect de savoir se prémunir de potentielles attaques futures d'ordinateurs quantiques. Parce qu'on parle de plus en plus de potentiellement 2027, 2030, des petites dates qui commencent à popper comme ça, comme par magie, parce que les ordinateurs quantiques, ça va être une révolution. Pour des bonnes choses, pour des mauvaises choses, pour les deux. Et donc, il faut savoir s'en prémunir. On a de la sécurité au niveau des OS, donc BMI, AX, on connaît bien la valeur ajoutée à ce niveau-là. Sécurisable, pas forcément sécurisé. On va avoir du legacy. On va avoir potentiellement, dans beaucoup d'entreprises, username et password équivalent. Je m'appelle Mathieu Fer. Voilà, mon mot de passe, Mathieu Fer. J'ai été sympa, j'ai mis une majuscule quelque part, mais
Je ne vous dirai pas où. Et l'idée, c'est justement d'essayer de corriger ça, d'apporter une certaine sécurisation. Pour faire ça, on va voir des différents outils. Donc, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui va être SIEM, SOAR, tout ça. Donc ça, c'est pas ce dont on va parler là, mais d'autres outils qui permettent de mettre un peu le pied à l'étrier. On va parler de PowerSC. PowerSC, c'est sécurité conformité, facile. 2 des piliers, encore plus facile. Conformité, il faut voir ça un petit peu comme l'approche de cybersécurité, en fait. Il y a beaucoup de normes qui sont là pour dire je mets un pied dans la sécurité. Bon, pas de chance, les normes, souvent, c'est un piège à loup, en fait. Mais il faut mettre le pied dedans et pas le ressortir, parce que sinon, voilà. Piège à loup inversé. Mais l'idée derrière tout ça, c'est pas que de dire yes, on veut taper dans la tirelire des personnes et se mettre plein d'argent de côté. C'est de forcer, en fait, parce que l'être humain est comme ça, il faut forcer pour respecter quelque chose. Et là, la chose en question, c'est empêcher les abus des cybercriminels. Le deuxième pilier, c'est la sécurité. Donc, PowerSC, c'est un peu une boîte à outils. Ça va interagir avec les fonctionnalités inhérentes des OS pour, justement, protéger les OS et entrer encore plus dans la sécurisation de ces OS. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a une session sur PowerSC, si jamais je le dis. Il y a aussi de la gestion des mises à jour parce que qui dit évolution des OS dit aussi détection de vulnérabilité, dit aussi correction et patching. Donc, gérer les mises à jour, c'est important. Et last but not least, le MFA. Tout à l'heure, on a eu l'exemple d'un client qui s'était fait hacker le mot de passe admin, juste par téléphone, comme ça, resetter mon mot de passe admin, paf, hop, ça c'est fait. Le MFA, j'ai reseté le mot de passe, par contre, le téléphone de la personne, je ne l'ai pas. Donc, ça s'arrête. Et l'idée, c'est que ça tourne sur tous les OS supportés sur Power, donc Linux, AX et IBMI. Et on peut aussi l'avoir pour une question d'uniformité sur des environnements x86, mais pour ça, je passerai jeudi. Et je te rends la main. Deuxième pilier, l'immutabilité. Donc, c'est quoi l'immutabilité? C'est je mets des données au coffre. Enfin, je fais des sauvegardes, mais je veux m'assurer que mes sauvegardes ne soient pas modifiables. Ce n'est pas une notion révolutionnaire. La révolution, elle va être dans la façon dont on le fait et dont on l'intègre facilement. Chez IBM, à l'intérieur de nos technologies de disque flash system, alors DSU aussi, mais flash system, c'est plutôt ce qui nous concerne en environnement Power, on met en place un coffre-fort logique à l'intérieur de la machine, dans lequel on va faire des snapshots. On a toujours fait des snapshots, sauf que les snapshots, maintenant, ils sont immuables. Immuables, ça veut dire que personne ne peut les modifier, personne ne peut les supprimer. Même pas l'administrateur de la machine. L'administrateur de la machine qui pourrait faire des bêtises, qui pourrait être fâché avec son employeur, qui pourrait être mis sous pression avec un pistolet sur la tempe, comme ça s'est déjà produit dans le passé. L'idée, c'est de déresponsabiliser l'administrateur de ce risque, de la même manière que devant toute agence bancaire, on a une petite affiche dans laquelle c'est écrit « Les agents n'ont pas les clés du coffre ». Ce n'est pas la peine d'aller les agresser, ils ne pourront pas vous donner d'argent. De l'administrateur stockage, il n'a pas les clés du coffre, ce n'est pas la peine de l'agresser, il ne pourra pas vous donner les données, il ne pourra pas supprimer les données. C'est le principe de l'immutabilité. Dans nos baies de disques, on va réserver 10, 15, 20, 30%, 40% d'espace disque pour stocker des snapshots que l'on va garder immuables pendant 7 jours, 1 mois, 1 an pour les plus gourmands. C'est ce que l'on observe chez nos clients. On aura un scheduler pour dire je prends mes sauvegardes, je les mets au coffre et personne n'y touche en mode coffre-fort, logique à l'intérieur de la machine. L'étape suivante, ça va être la détection. On l'a dit, nos clients ont déjà investi dans des firewalls, ont des EDR, ont des XDR et ont partout sur leurs environnements des outils susceptibles d'identifier des attaques ransomware. Sauf que des fois, ça passe.
Sauf que des fois, ça passe parce que quelqu'un a reçu un mail, il a cliqué sur le mail, et puis directement, c'est venu écrire un ransomware sur les disques de l'entreprise, et ça a bypassé à peu près toutes les couches, ou parce que quelqu'un a mis une clé USB et que c'était pas sécurisé, ou parce que voilà. Il y a plein de bonnes et mauvaises raisons pour lesquelles les couches de sécurité classiques peuvent avoir été bypassées. Et à la fin, ça va où? Ça va sur les données critiques de l'entreprise au cœur du stockage. Dans nos machines flash system, on a une technologie encore unique sur le marché. Là où nos compétiteurs ont des disques SSD assez standards, ou dans un form factor, on va mettre des chips EEPROM, on a, nous, un développement particulier des modules, qui s'appelle des flash core modules, dans lesquels on trouve les mêmes chips SSD, et dans lesquels on trouve aussi, on va faire ces gestes-là, une plume de calcul qui est utilisée pour plusieurs choses, pour optimiser l'endurance, pour optimiser les performances, pour optimiser l'efficience de nos modules. On fait ça depuis longtemps. Mais dans la dernière version des Flash Core Modules, la version 4 que l'on a depuis 2024, depuis 1 an et demi maintenant, on a rajouté une couche de sécurité importante, puisqu'on va analyser 100% du flux d'écriture de données, 100% du flux d'écriture, pour y rechercher en temps réel l'écriture d'un ransomware connu. Si jamais, quelque part dans le flux d'écriture, on a quelque chose qui a bypassé et qui est passé à travers l'ensemble des filtres qui existent dans l'entreprise, si on a un ransomware qui est écrit sur un disque, on sera alerté en moins de 2 secondes. Si jamais le flux d'écriture, il est louche, changeant, anormal, parce que les données, elles deviennent anormalement random, parce que le taux de compression est en train de chuter, ça veut peut-être dire que les données sont en train d'être encryptées. On va lancer une alarme. En moins de 2 secondes, on dit là, sur ce volume, attaché à tel serveur, en moins de 2 minutes, il est en train de se passer un truc très net. Il n'est pas chez l'autre coup. Il est pas prêt. Il a la peine de le faire comprendre. Juste pour revenir sur le DR, c'est quoi le DR, on va dire, meilleur DR sur les AX? J'ai pas netché. Le DR sur AX? Oui. Alors ça, je suis désolé, je ne pourrais pas apporter de réponse. Parce qu'on me demande, moi, parce qu'on me pose la question là où je vois, c'est que Fortran Fortran et le système. Non, Fortran du coup. Ouais. Font quelques outils à ce niveau-là. De quoi? Font quelques outils à ce niveau-là. Après, je ne maîtrise pas ces outils en particulier. Voilà. Sécurité, PowerSC fait de l'EDR, mais ce n'est pas un EDR. Ok, ouais. Pour AX. Okay. On en a côté Linux, mais c'est vrai que sur AX. Après, ça dépend ce que vous recherchez à faire. Les capacités d'EDR de PowerSC sont utiles, mais limitées. C'est pas un SIEM. Okay. Derrière, je pourrais demander, n'hésitez pas à revenir à la fin, et je demanderai à un de mes collègues qui est spécialisé à AX. Merci. Pourquoi on voit moi là? Oui, la caméra. T'es ciblé. Donc Guillaume va rapidement nous montrer le principe de la découverte d'une alerte. Sans moins. S'il s'en sort. Difficilement. Voilà. J'ai confiance. Donc, le FCM4 a détecté une anomalie sur la workload, comme l'a dit Antoine, et donc immédiatement ou presque, il va remonter cette information à Insight. Et là, vous avez donc le Insight normal, et vous voyez que sur cette 5003-1, on a par exemple ici, vous voyez en rouge, ça se voit bien, une potentielle ransomware threat detection. Vous avez ici, sur les notifications d'Insight, la remontée, comme quoi il y a une anomalie qui a été détectée. Et si on creuse, on va même descendre jusqu'au niveau du volume groupe, du volume et des sauvegardes, et on va identifier quelles sont les sauvegardes qui ont été prises après que la corruption ait été détectée. Et Insight va pouvoir s'interfacer avec des logiciels comme Defender, comme PowerSC, comme Splunk, n'importe quel SIEM, et vous allez pouvoir du coup avoir un relais de cette alerte, et vous allez pouvoir donc
minimiser le temps de réponse par rapport à cette alerte des FCM4. On est sur moins de 2 minutes pour la remontée d'alerte au niveau du système, à peu près 5 minutes pour la remontée dans Insight. Et à partir de là, effectivement, tous les éléments que vous avez mis dans votre tactique de réponse va être effectivement concerné et va vous alerter. Et si vous regardez au niveau de la machine elle-même, vous allez avoir au niveau des flash copies un onglet Threat Detection Event qui va être à Yes si sur cette machine, sur ce volume group, vous avez reçu une alerte. Et donc, tous les snapshots pris après la détection de la corruption potentielle vont être flagués ici, ce qui fait que vous avez dans cette liste-là un indicateur qui vous dit si le snapshot est potentiellement corrompu ou pas. L'idée, c'est là, on a mis des données au coffre, et il me dit, ouais, tu as mis les données au coffre, et moi, sur ces trucs-là, j'ai vu une alerte quand même, elle est peut-être pourrie ta donnée quand même. Et comment vous faites la synchronisation avec la base des alertes, des ransomware? Alors, en fait, au niveau du flash system, vous avez effectivement quelque chose qui peut être mis automatiquement à jour. C'est-à-dire qu'on a la mise à jour de firmware classique, mais on a aussi la mise à jour automatique de patch. Et l'algorithme de détection fait partie des patchs qu'on peut mettre à jour automatiquement sur le flash system. Et comment ça s'appelle le ransomware, il pourrait être nouveau, mais concerner, ça s'appelle une sauvegarde qui date de 6 mois. Donc, la façon dont ça fonctionne là, c'est que chaque flash core, donc là, dedans, on a un petit processeur qui va remonter des informations au niveau du storage virtualize, sur laquelle va tourner un petit moteur d'inférence qui est mis à jour régulièrement et qui dit, en fonction de ce que je suis en train d'analyser, là, pour moi, c'est louche. On a une première analyse qui est faite là, qui est contextualisée au fait de savoir si le volume, c'est un volume Linux, AX, VMware, etc. Cette alerte-là, elle est remontée dans SI, c'est ce que vient de nous montrer Guillaume, sur lesquels nous, on va aussi pouvoir influencer sur la montée de l'alerte en disant non, ça c'est un faux positif. Entraîne ton modèle pour que la prochaine fois ne plus me déranger avec ce faux positif. Et ça marche plutôt bien. Et ce moteur d'intelligence artificielle, il est mis à jour régulièrement avec les données qui proviennent d'Insight de votre machine, mais de toutes les machines du monde, puisqu'elles sont tous reliées sur des instances SI qui sont interconnectées. Ça, c'est pour la détection temps réel, qui ne va s'appuyer que sur les signatures ransomware connues. Et les trucs louches, quand même. Et les trucs louches, c'est-à-dire qu'il y a des signatures ransomware connues, et il y a des trucs louches. Les trucs louches, même si on ne les connaît pas, on arrive à dire qu'ils sont louches. Après, on continue. Voilà. L'étape d'après, ça va être d'automatiser la restauration et d'automatiser le test. Et là, on a deux stratégies possibles. La première stratégie, c'est de dire, j'ai pris les sauvegardes de copie à rythme régulier. Quand j'ai un incident, je vais me poser la question, j'ai un incident, je suis corrompu, il faut que je restaure. Je restaure quoi? Alors, je vais prendre la dernière sauvegarde, je vais la monter en clean room, et je vais analyser cette sauvegarde. Elle est propre, ratée. Je restaure la précédente, elle est propre, ratée. Je restaure celle d'avant, elle est propre, oui. Je suis donc revenu à J-3, ou à 3 copies. Combien de temps ça prend chez un client standard aujourd'hui de faire ce travail, de restaurer 3 jeux de sauvegarde et d'analyser? Restaurer une sauvegarde entre 5 et 24 heures. Ratée, elle n'est pas bonne. Restauration de la deuxième, entre 5 et 24 heures. Restauration de la troisième, entre 5 et 24 heures. Ah, elle est bonne. Je vais donc voir mon DG et je lui dis, monsieur le directeur, vous allez rigoler. Au bout de 3 jours, je peux vous dire, on va restaurer à J-3. Et il vous a fallu 3 jours pour dire ça? Oui, parce qu'il a fallu que je restaure mes bornes. Il a fallu mes bornes ou depuis mon environnement de sauvegarde. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait à partir des données qui sont en clean room, dans mon coffre-fort logique, et monter un volume comme ça sur un volume de recovery, c'est un jeu de pointeur qui est quasiment instantané. Moins d'1 minute. Donc, en 1 minute, j'ai monté mon volume en clean room, je l'analyse, il n'est pas bon, je monte le deuxième, je l'analyse, il n'est pas bon, je monte le troisième, il est bon, ouf.
J'ai mis moins d'1 heure pour faire ça. Si j'ai besoin de restaurer, je vais directement prendre mon volume, le remettre en production. Alors, je ne ferai probablement pas ça. Je vais plutôt faire des restaurations forensiques, choisir ce que je restaure ou ce que je ne restaure pas. Mais dans l'esprit, je peux restaurer mon volume de production quasiment instantanément parce que c'est des jeux de pointeurs. Ça, c'est une approche réactive. Bien souvent, on va essayer de mettre en place des approches proactives, c'est de dire régulièrement, je prends mes backups, je les monte en clean room et je les analyse. Avec un outil qui va rentrer plus en deep dive, qui sera souvent un outil qui sera application aware. Je sais que c'est une base Oracle, je sais que c'est un environnement SAP, donc je vais aller voir dans le contenu de mes disques, analyser l'ensemble de ma base Oracle pour voir si dedans il n'y a pas des trucs pas clairs. Avec peut-être des nouvelles signatures ransomware nouvelles qui sont apparues, donc je vais pouvoir avoir un niveau de détection qui est en temps réel au moment où ça s'écrit. Et 3 jours après, je vais reprendre mes sauvegardes et je vais analyser le contenu de mes sauvegardes avec un nouveau catalogue de références ransomware pour vérifier si peut-être pour vérifier que mon jeu de sauvegarde n'était pas déjà corrompu avec les fournitures que je viens de découvrir. En gros, la stratégie, elle n'est pas unique. On va empiler des couches de sécurité et des moyens de détection pour améliorer la capacité de nos clients à avoir un environnement cyber-résilient. Des couches de détection sur le stockage primaire, potentiellement sur la sauvegarde, sur les backups et des détections de malware. On a chez IBM une vision globale où vous avez votre sauvegarde flash system qui fait ses copies dans son coffre-fort logique. Sur mon flash system, j'ai de la détection en temps réel de ransomware. Je vais pouvoir monter l'ensemble de mes copies en clean room pour les réanalyser avec un autre outil de détection de ransomware. La capacité à restaurer instantanément ces sauvegardes avec un outil de pilotage de ces tests et de ces restaurations qui s'appelle IBM Storage Defender DRS, Defender Recovery Services, qui est un portail hébergé dans le cloud qui va piloter l'ensemble de ces restaurations. Ce portail sera évidemment intégré à votre outil de sécurité standard dans lequel vous avez les EDR, les firewalls, les IPR, etc. On n'est évidemment pas décorrélé de votre logique de protection. À côté, bien souvent, et heureusement, nos clients disposent d'un environnement de sauvegarde à côté de leur environnement de production. Sur cet environnement de sauvegarde, il y aura probablement de la détection d'anomalies. On aura probablement une capacité à remonter les sauvegardes dans une clean room. Alors évidemment moins rapidement que depuis le stockage primaire, mais on pourra le faire, et une capacité à restaurer. Et la vision d'IBM avec Storage Defender DRS, c'est d'avoir une vision globale des capacités, de la qualité des sauvegardes de nos clients et de leur capacité à les restaurer, que les données aient été sauvegardées via le stockage primaire ou via l'environnement de stockage secondaire. Cette approche, je termine juste, cette approche, elle est générique, elle existe pour les environnements x86, pour les environnements Z, pour les environnements Power, avec un niveau d'intégration qui est variable suivant les environnements. Et là, la préoccupation d'aujourd'hui, c'est de se poser la question, pour les environnements Power, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On a un niveau d'intégration qui n'est pas forcément le plus abouti aujourd'hui, c'est avec VMware aujourd'hui qu'on va le plus loin. Mais avec Power, on fait des choses, ça s'enrichit, et c'est l'objet de la question, la session. Oui, ma question, c'est au niveau du portail qui est dans le cloud. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il voit comme données? Qu'est-ce qu'il voit comme données? Est-ce que les données métiers qui sont stockées sur le... Ah non. C'est que des trucs techniques. Alors, il va voir les noms des LUN, les noms des VM,
Alors, ce qu'on appelle les protection groups, donc les groupes de sauvegarde avec les politiques de sauvegarde qui ont été mis en place. Il n'y a même pas de notion des notions d'application. Il ne saura même pas que c'est une base Oracle ou une base SAP face. Il saura peut-être que la VM s'appelle Oracle, mais c'est tout ce qu'il saura. C'est à toi? Oh. Bah si. Donc, après un petit commentaire, hein. Ça va aussi loin avec VMware parce qu'il y en a un réel besoin aussi. Mauvais esprit, mais en mettant de mauvais esprits de côté. On a parlé du power, on a parlé du stockage parce qu'on adore ces technos et que c'est magnifique. Ça a beaucoup d'avantages. De la sécurité, beaucoup de sécurité sur le stockage. Derrière, l'idée, c'est d'avoir justement un Power Cyber Vault qui va permettre d'apporter justement une unification entre ce qu'on peut avoir sur le Power et sur le stockage, parce que le stockage a décidé de tout développer avec VMware. Il a arrêté dessus, c'est bon. Pour unifier tout ça, ça va reposer sur de la prestation avec Expert Labs, qui sera là, en fait, étant donné qu'il maîtrise les deux technologies parfaitement, qui va aider justement à travailler sur un plan de cyber-résilience, qui est souvent quelque chose qui vient à manquer, et ensuite de travailler sur tout le processus d'automatisation, de restauration, etc. Et en fait, on peut tracer un petit peu un lien entre le Cyber Vault et ce qui est demandé par Dora. Ce sera potentiellement demandé aussi par NIS 2, selon comment il est adapté. C'est au final, Dora, c'est d'avoir un plan de cyber-résilience. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de cyber-résilience? Déjà, il faut réussir à bien attaquer ce sujet-là. Ça demande d'avoir des outils de détection. Donc là, on va retrouver tout ce qui est XDR, SOAR, CIEM, etc. Pour le coup, CyberVault ne cible pas vraiment cette partie-là. CyberVault, ça va vraiment être sur la partie je détecte, j'isole, je reporte, je rapporte, et derrière, je restaure. Le tout, c'est de mettre en place, en fait, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant avec cette solution. Pour montrer un petit peu un cas possible qui ressemble quand même à ce dont Antoine parlait tout à l'heure, parce que ça repose sur de l'automatisation. L'automatisation, ici, elle repose sur Ansible. Je pense que tout le monde voit ce que Ansible... et l'idée, c'est de dire, toutes les 4 heures, on va dire, je fais une sauvegarde. Et, coup de chance, j'ai pas de problème. Donc, je me dis, Normalement, c'est pas un coup de chance de pas avoir de problème. alors, d'après les premières slides, si, risque très élevé sur la partie cyber-résilience. Et derrière, on va être proactif. J'ai toujours pas eu j'ai pas le terme français, de faille de sécurité. Je suis vraiment choqué que personne ne veuille attaquer mes données. Donc, je vais être proactif et je vais vérifier ma dernière copie. Donc, pour ça, encore une fois, c'est dans une clean room. On va faire tourner les différents process qui me permettent de vérifier que mes données sont bel et bien clean. Et voilà, si jamais on n'avait pas compris. Coup de chance, après la théorie, c'est valide. Donc ça veut dire que là, je vais flaguer. Je sais que si jamais, après cette copie-là, j'ai un problème, celle-là, je peux y aller normalement les yeux fermés. Pour nous, c'est toujours mieux d'ouvrir les yeux pour être sûr de ne pas cliquer sur tout effacer, mais c'est pas grave. Deuxième cas, pas de chance. Il y a quelque chose qui est passé entre les mailles du filet. On fait comment? Du coup, on fait tout ce que Antoine a dit tout à l'heure. On ne va pas réinventer la roue à aube. Je reprends la sauvegarde d'avant, je fais les mêmes vérifications, je suis bon, je suis pas bon, etc. Je remonte en arrière jusqu'à trouver la dernière sauvegarde qui est bonne. Pas de chance, notre démo vient de partir. En parallèle de ça, on a l'outil PowerSC qui permet de faire du monitoring, tout ça, j'adore. Et deuxième méthodologie, on souhaite je ne sais pas si on la souhaite moins au final.
Toujours toutes les 4 heures, on fait nos vérifications et d'un coup, pardon, je me suis fait peur. Un événement, imaginons, purement hypothétique, un SCM4 qui détecte une menace ou alors une signature de ransomware. Ça remonte à Storage Insight qui va envoyer un petit pop-up à PowerSC pour dire oh, j'ai vu quelque chose, ce serait bien de lancer un playbook Ansible. Paf, on lance le playbook et aussi on lance une dernière sauvegarde. Pourquoi? Parce que y a du temps qui s'est écoulé entre midi et 14h30, 15h. Potentiellement, j'ai de la donnée qui n'est pas corrompue dedans. Je fais toujours la dernière sauvegarde. Et derrière, on récupère la dernière sauvegarde, on fait notre processus, c'est valide, c'est pas valide. Bon, évidemment, la dernière, elle n'est pas valide. Par contre, on fait tout le processus qu'on a vu juste avant, jusqu'à trouver la sauvegarde la plus récente, qui est celle, en essayant d'attraper à gauche, à droite les petits morceaux qui seraient encore simples. Cleanroom, c'est censé être un serveur qui n'est pas raccordé au réseau. C'est ça qui est complètement isolé. Alors, l'idéal d'une clean room, c'est vraiment la salle blanche où on rentre avec la blouse, tout ça, et après, il n'y a rien autour, en fait. C'est vraiment un endroit où je viens pour inspecter, et dans l'idéal, personne ne rentre dedans, comme ça aurait pu être le cas sur mon environnement de production. C'est surtout personne n'en sort, en fait, parce qu'on s'attend à monter en clean room des trucs qui ne sont pas propres. Donc, on veut s'assurer de ne pas restaurer en clean room des choses qui seraient susceptibles de regangréner le reste de l'infrastructure. Donc, c'est pour ça que la salle est blanche, en fait. C'est pas tellement qu'on veut pas y rentrer les mauvaises choses, c'est surtout qu'on veut pas en sortir. On veut repeindre tous les murs. Là, dans la clean room, on a un environnement pur FS. Alors, le principe de la clean room, c'est un endroit où on va restaurer des données potentiellement corrompues. Ensuite, la clean room, elle peut être alimentée par des restaurations des volumes de sauvegarde de copie du flash system. Ça peut aussi être des clean rooms qui sont dans lesquels vous allez restaurer vos données de sauvegarde. C'est un terme générique, le terme clean room. Clean room, c'est vraiment une partition vide qui a pas de bras, pas de jambes, rien pour se déplacer. Et derrière, on va lui dire je te balance ça. Et ça, en fait, c'est les données qu'on veut traiter, justement. On veut analyser et voir, justement, si on est dans le cas de je suis sain, je suis pas sain, je suis sain, je suis pas. J'ai sûrement pas bien suivi le début, mais la clean room, c'est à nous de la construire, c'est ça. Il n'y a pas de package qui construit des clean rooms. Non, il n'y a pas de package. En tout cas, pour la partie power, je pense que c'est à nous de la. Oui, sur le P, c'est à nous. C'est ça. On se crée les partitions qui vont bien, on les protège comme il faut. C'est aussi pour ça. Enfin, je te laisse peut-être parler. Non, en environnement Power, oui, il n'y a pas encore de choses complètement automatiques. On a des outils dans lesquels le déploiement d'une clean room est plus automatisé ou automatisable qu'en environnement Power. Mais en Power, pour l'instant, on est encore sur un fonctionnement du principe et des choses qui doivent se décliner via des offres de services. On doit quand même respecter certains standards, je suppose, pour pouvoir accéder. Voilà. Oui, l'idée, c'est qu'on a des attachements, on essaie d'avoir des attachements fibres dédiés, pas de connexion réseau LAN ou alors avec des flux minimales, que de la mine sur des ports particuliers, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont pas 100% spécifiées en environnement Power. C'est en train de s'enrichir. En environnement VMware, c'est un petit peu plus abouti aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, sur la partie automatisation, il y a beaucoup d'éléments. Il y a PowerVC qui permet de créer justement des environnements rapidement, de manière automatique, sans avoir à faire soi-même déjà la configuration sur les SandSwitch, la configuration de tous les virtual ports. Ouais, mais j'imaginais qu'IBM aurait pu proposer un truc automatique qui permettrait de démarrer au moins. C'est l'idée vers laquelle on tend. D'accord. Oui, voilà, par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme idée, mais c'est marrant, ce serait quand même risqué de faire comme ça, parce qu'en vrai, c'est eux qui s'amusent à te fournir une LK à distance. Pour toi, tu mets tes données infectées dessus éventuellement. Le problème de l'IBM Cloud, c'est qu'il va falloir déplacer les données. Ouais. Et déplacer les données, c'est lent. Ouais. Et en fait, on est un peu sur un concours de vitesse là. Donc
Alors, il y a une architecture qui existe, c'est de dire, je réplique mes données en temps réel vers le cloud, et je fais l'ensemble de ces opérations dans le cloud, parce que les ressources, elles sont plus flexibles que on-prem. Mais dire, j'ai mes données, mes sauvegardes chez moi, et je fais la clean room dans le cloud, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je les envoie, quoi, et c'est long. Non, mais il aurait pu y avoir un truc dans lequel on lui donne les parts de prod concernées. Ouais. Il va interroger la HMC, et puis il les recrée au bon endroit, et puis voilà. Ouais, mais il va falloir déplacer les données. Oui, avec la. Non, mais oui. C'est que je fais ma restauration dans le cloud, et ça va falloir. Supposant qu'elle ait accès aux données. Non, mais pas forcément sur le cloud, je parle sur notre châssis Donc, chez nous, quoi. c'est l'esprit. Ouais, ouais. Bah, après, dans tout le cas, c'est en partie ce qui est développé par Expert Labs ici, tout ce process d'automatisation. Ça, globalement, c'est fait. Demander la prestation Par contre, qui nous aide à faire ça. c'est un peu le sujet. Donc, nous, on n'est pas Expert Labs, hein, spécialiste de notre techno. Par contre, derrière, Expert Labs, eux, font cette proposition de valeur-là, en fait. Et leur idée, c'est de faire justement un workshop dans un premier temps pour voir vraiment quel plan serait adapté, de faire l'architecture actuelle et justement voir quelles sont les réelles parties utiles et indispensables au business pour continuer. Et c'est en ça que je dis le lien avec Dora, si jamais il y en a qui sont dans la finance, le lien avec Dora, il est là en fait. Ouais. Dora, il demande d'avoir un plan. Quand on vient préparer quelque part, comme un prof, le prof, il vient sans connaître son cours, on va parler de quoi? Je ne sais pas, arithmétique. Et l'idée, là, c'est de préparer un plan, et ensuite, que Expert Labs, qui non seulement a déjà vu ça à d'autres endroits, et donc peut proposer de la valeur ajoutée, faire la partie implémentation. Mais globalement, une clean room, c'est quoi? C'est un profil de partition qui existe sur une HMC, qui reprend plus ou moins la même chose que les ressources de la prod, sauf qu'on va être sur un réseau restreint, on va être avec la partie stockage qui doit être suffisamment performante, mais faire attention à ce niveau-là. Mais globalement, c'est un profil de partition qui dort, en fait, juste l'allumer. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que la production, on coupe les volumes, et derrière, on va aller dans la fameuse clean room qui est la copie conforme de potentiellement la partition de prod, en fait. En plus, c'est quelque chose dont on parle depuis des années. Mmh. On fait ça à l'environnement de test et restauration. On n'arrive pas à le monter, en fait. C'est toujours compliqué. Le problème, c'était souvent les process en interne, en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'appuyer sur arrêter? Parce que bon. Et globalement, c'est ce qui se passe. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de clients IBMI. Et ils n'arrêtent jamais leur système. C'est très bien parce qu'il n'y a pas besoin de l'arrêter. Il n'y a pas besoin de faire du Windows, c'est bizarre, ça ne marche pas. J'éteins et je rallume. Il n'y a pas besoin. Des fois, il faudrait le faire parce qu'il y a certaines variables qui, si on attend trop longtemps, là, le système il va s'arrêter tout seul. Ouais, attention, pas tellement une question d'arrêt relance. Ouais, je ne suis pas censé le brancher. Parce que quand il dit ça, ça va vite. Je ne sais pas, sur quoi tu C'est celui-là ou celui-là qui me coince? C'est celui-là. C'est peut-être ici qu'il faut le faire. Ok. Ça me fait mal de chien. Je peux. Et du coup, j'ai l'impression que je parle parce que c'est bon. Résilience. Automatisation, personne n'a vu. Enfin bon, voilà. Mais non, donc voilà, globalement, l'esprit Cybervault, c'est ça, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a pas de produit qui peut le faire. Parce que c'est estimé que ne peut pas vraiment y avoir de produit pour dire ça ira pour tout le monde. Ce n'est pas une solution sur étagère qui ira. Ce que j'allais dire, c'est bien notre problème, c'est que d'une appli à l'autre, c'est pas la même archi, c'est pas le même truc, ça veut dire qu'on va monter chaque fois un truc spécifique. Mais c'est en grande Ça partie. finit par coûter une fortune. C'est pour ça aussi que Parce que ils ont voulu faire un peu ce type de solution-là où, Antoine l'a dit, il n'y a pas de produit miracle en fait. Donc ça passerait par là. L'idée, c'est quand même de systématiser l'approche. Mais à chaque fois avec un cas spécifique. Ouais, bien sûr. Mais avec un cadre quand même un peu commun. Qui est du Power, qui est du stockage IBM, qui est de l'Ansible. Enfin, il y a quand même un cadre qui est écrit dans lequel on. Ça restreint déjà le champ des possibles.
c'est un restaurant. Oui, Un petit peu. tu le vois négativement. Le Mais- stockage IBM, Non, non, justement, pas négativement. Dans le temps. Ah, déjà, on ne prend même pas que tout le monde n'ait pas le stockage IBM. Ça, c'est un autre débat. Ça. c'était pas notre cas. C'est pour ça. Mais ça, on peut y remédier. Ça. Non, mais on va imaginer qu'effectivement, on a une idée assez précise de la réponse qu'on veut apporter. C'est-à-dire qu'on détecte l'alerte, on prend la décision de restaurer, on identifie la bonne chose à restaurer, on la restaure. Sauf que chez chaque client, chaque situation va être différente sur le nombre de volume group, sur le nombre d'applications. Et donc, on va systématiser et on va personnaliser le fait que comment est-ce qu'on va chercher la bonne image à restaurer et sur quoi on va restaurer la bonne image. Il n'est pas question de restaurer l'intégralité de la prod si seulement un serveur est infecté. Donc, on va dire, un schéma qu'il va falloir effectivement adapter à la production de chacun, mais on va retrouver systématiquement les mêmes briques avec bien sûr le secondary de copie pour avoir la copie, avec un système de détection qui va être adapté à l'environnement, avec un système d'automatisation basé certes sur Ansible, mais adapté à chaque client. Et typiquement, l'alerte qu'on va recevoir, ce ne sera pas juste « attention, j'ai été attaqué ». Attention, j'ai été attaqué sur tel serveur, sur telle application, sur telle partie de la prod. C'est là où il y a une personnalisation et où on a besoin de créer quelque chose. Mais la base, le scénario reste à peu près le même. Quand vous dites application, c'est quoi exactement? Parce que là, vous êtes sur une base de stockage avec des volumes gros, vous savez pas ce qu'il y a dedans. C'est vue client. C'est-à-dire que le client, il n'a pas le disque 22 de la B12 qui est infecté. Il a sa base de données Oracle. Et l'application, dans ce cas-là, ce sera la base de données Oracle. Et derrière, effectivement, la personnalisation fera en sorte que pour restaurer la base de données Oracle, on ira restaurer le volume groupe 32 de la B12. Mais voilà, c'est l'application métier dans mon exemple. Pour faire vite, pour avoir le temps de voir la partie démo, je montre un petit peu l'aspect flexibilité en fait de la solution et vraiment ciblé sur les besoins. Le dernier point, paf. Ça, ce serait le rendu de ce qui se passerait avec Expert Labs, donc la partie sur la droite, un peu design de l'architecture qui serait proposée, la solution en question, quelles sont les briques qu'il faudrait en fonction de la solution qui est proposée, de faire un résumé, un état de l'art, et ensuite de vraiment passer dans le vif du sujet, en fait. Une fois que tout le théorique est passé, essayer de passer à l'applicatif. La dernière partie du CyberVault, il y a Expert Labs, oui, mais Expert Labs, ça fait le plan avec vous, et derrière, ça fait l'implémentation. Par contre, ça ne va pas au-delà. C'est pour ça qu'il y a apporté une autre partie qui est le Expertise Connect, et donc c'est d'avoir un expert qui connaît la solution qui est implémentée, mais en plus, il connaît les technologies IBM, et surtout, il connaît la solution qui a été implémentée chez le client. Donc c'est ça l'idée du CyberVault, c'est aussi d'avoir un point de contact, de qui contacter si jamais on a un souci ou on a besoin d'explications. Je fais vite. Je te laisse sur cette slide. Ça fait vite fait, ouais. Juste avant de montrer la démo, on observe souvent chez nos clients une difficulté pour les équipes techniques à emmener leur direction générale sur ces sujets-là. C'est-à-dire que expliquer à leur direction générale qu'ils ne sont pas prêts, c'est jamais simple pour eux. Et on a développé deux outils. Alors, un outil totalement autonome, c'est un questionnaire dans lequel on pose des questions extrêmement simples. À quelle fréquence vous testez vos backups? C'est quand la dernière fois que vous avez testé votre backup? Est-ce que vous disposez de procédures pour restaurer? Est-ce que vos backups sont externalisés? Des choses de ce niveau qui va permettre de sortir un petit report avec des notations pour évaluer la posture cyber-résilience du client. On va dire, voilà, là-dessus, vous êtes bien. Là-dessus, vraiment, vous n'êtes pas prêt. Il y a des choses à faire. Soit de façon complètement autonome, soit un atelier qu'on a développé qui dure 3 heures, dans lesquels on aspire à avoir les gens techniques du client, mais pas seulement les gens techniques, dans lesquels on s'appuie sur ce questionnaire, mais qu'on a complété avec des questions où on fait réagir
alors les gens techniques, mais surtout les gens du métier. Et on sort avec un report qui est de dire, là vraiment, vous n'êtes pas prêt, c'est un sujet que vous devriez mettre à votre agenda, parce que vous n'y mettez pas les moyens et l'énergie suffisante. Cet atelier est à 95% technologie agnostique. On évoque nos technos, mais on les évoque. Hein, évidemment, à la fin, on aimerait bien vous convaincre de travailler avec nous. Mais l'esprit, c'est vraiment pas de vous faire de la présentation de produit. C'est de vous emmener dans une réflexion pour évaluer votre posture. Donc, un truc autonome en 20-30 minutes, qui n'est pas magique, mais qui a le mérite d'être là et qui vous donne déjà un petit report PDF que vous pouvez exploiter, et un atelier un petit peu plus complet, qui dure 3 heures et sur lequel on vous demande de venir avec des gens, pas seulement les gens techniques, mais les gens métiers. On a un peu de temps pour la démo ou pas? On le prend? On fait la démo? En fait, c'est à vous que je pose la question, puisque c'est pour la session. Ok. C'est Donc, quoi la prochaine session? 16 heures. Valide. Donc la démo qu'on va vous montrer, elle montre un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place les briques pour avoir cette réponse à une cyberattaque. Basiquement, on a un flash system et on a un AX avec un PowerSC. Sur le flash system, ce que je vous montre ici, ce sont les 4 volumes de production. Encore une fois, on a une démo, donc c'est que 4 volumes. Il faut imaginer qu'on est dans un environnement avec plus de volumes que ça. Ces volumes ont tous été mis dans le même volume groupe et on a mis en place une politique de snapshot. Comme on l'a dit, c'est important d'automatiser la prise de snapshot immuable. On peut le faire avec Ansible, comme on en a parlé, on peut le faire avec CDM, on peut le faire avec CSM. Dans cette démo, j'ai utilisé le scheduler interne de la machine. Et vous voyez ici que j'ai toutes les 6 heures un snapshot qui va être pris et qui va être gardé pendant 7 jours. Ce qui fait que, présentement, sur cette machine, j'ai un certain nombre de copies avec leur historique, leur date à laquelle elles ont été prises et leur date à laquelle elles expirent. Et je vous ai pris manuellement un snapshot qui est un petit peu particulier. Vous voyez qu'il n'est pas safeguarded. Pourquoi? Pour vous montrer la différence entre les deux, tout simplement. On a dit que les snapshots étaient immuables. Et en fait, un snapshot ne peut pas être monté sur un serveur, ce qui fait que vous ne pouvez pas en modifier le contenu. Mais je suis logué avec des droits administrateurs, donc utilisateur classique de la machine, et ce snapshot, je peux tout à fait l'effacer. Vous voyez, j'ai l'option ici, delete, et je peux effacer ce snapshot parce qu'il n'est pas safeguarded. Un snapshot qui a été pris juste avant, qui lui l'est, si je vais sur les mêmes 3 petits points, je n'ai pas l'option delete. Si je rentre en CLI et que je tape la commande rm snapshot, il va me retourner une erreur en me disant que je n'ai pas les droits suffisants pour le faire. Pour le faire, je dois absolument être security admin. Et si j'ai activé sur la machine les TPI, il faudra être 2 security admin pour pouvoir le supprimer. Donc, on a un snapshot qui est immuable parce qu'il ne peut pas être modifié, mais qui, en plus, en étant safeguarded, ne peut pas être effacé par un administrateur de la machine. Encore 10 minutes. Hein. Ces machines sont remontées sur un AX, sur lequel on a PowerSC. Je te propose de te connecter et de montrer le contenu de notre production, c'est-à-dire un ensemble de fichiers texte qui sont très, très compliqués à lire avec des lettres dedans. Par exemple, A, B, B. L'avantage, c'est tout simplement que voilà, ce sont des fichiers plats, c'est facile de voir qu'ils sont complètement utilisables, c'est notre production. Et pendant que Mathieu vous montre l'interface de PowerSC, moi je vais prendre ma casquette de pirate et je vais lancer ma cyberattaque et je vais pirater les données. On passe pas assez de temps sur cette page. Elle est très très belle. Voilà. Pas comme si je devais meubler un petit peu le temps d'œuvre, etc. Donc, l'on est fait. La superbe interface graphique pour les détails. On peut voir ça jeudi ou n'importe quoi. Je suis joué. Donc, on a un super onglet qui est
l'onglet sécurité qui permet d'interagir, donc, comme je le disais tout à l'heure, avec les différentes fonctionnalités des OS, dont la partie surveillance d'intégrité de fichiers, qu'on retrouve ici, File Integrity Monitoring. Et là, je vois que j'ai eu un événement qui se rafraîchit. Alors, attends. Je vais juste vérifier que c'était monitoré. Ce serait quand même bien. Oui, sinon ce serait une bonne farce. Ah, c'est sûr que si effectivement le monitoring est off, on risque de rater l'alerte. Ah non, non, j'ai juste effacé l'événement juste avant. Donc, Tu l'as relancé quoi? Au mois de septembre. je peux le relancer. Mais en fait, j'étais en train d'effacer les événements de tout à l'heure. L'effet démo. Je viens de le relancer. Non, mais ça veut pas, hein, c'est trop fréquent. Non. Donc, je vais restaurer les données avec un snapshot que je sais être valide. Comme ça, on va pouvoir vérifier que les données sont toujours là et je vais les réencrypter derrière pour vous montrer la remontée d'alerte. C'est bon, les données sont restaurées. J'attends que la détection soit prête. Alors bon, bien sûr, en environnement de production, on ne fait pas ce genre de choses. La détection, elle est active tout le temps. Et en plus, on va avoir plusieurs sources de détection. On a bien sûr le PowerSC qui va monitorer les fichiers critiques, mais on va avoir aussi les EDR, les NDR. On a parlé tout à l'heure des FCM4 qui vont aussi remonter les alertes. Et tout ce faisceau d'événements va conduire effectivement à une remontée d'alerte dans PowerSC. C'est bon, je peux réencrypter? Bah, alors, je simule un ransomware en encryptant les fichiers et en effaçant les fichiers sources. Pourtant, mon script, il a marché. Les données sont encryptées. C'est juste que... Tu peux lire un fichier? Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup moins clair que le fichier plat de tout à l'heure. Donc, on a eu l'alerte par le FCM4, par le EDR, par le NDR. Malheureusement, là, le monitoring du fichier n'a pas fonctionné. Mais donc, on a eu l'alerte et on va prendre la décision de restaurer la production. Donc, je reprends ma casquette d'expert storage. Je suis la personne qui est censée effectivement mettre en place le plan de réponse, vu que là, on a la confirmation de l'attaque, on a identifié quelle a été la cible. Donc, comme je disais, on a identifié l'application, le serveur. Et donc, je vais reprendre la main. Et simplement, moi, je sais que dans ce cas-là, j'ai un script qui va détacher les fichiers proprement, restaurer le snapshot sur le disque et réattacher le file system restauré. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on détache proprement. Ça, c'est pour éviter typiquement, comme on a un dossier qui est assez petit en termes de taille, que quand on restaure les données, ce soit le cache du système qui nous réponde quand on essaye de vérifier si les données sont bien là ou pas. Pardon? Voilà, donc j'ai lancé mon script et maintenant si je retourne sur mon fichier de production, vous voyez que de nouveau on a les fichiers texte et plus les fichiers encryptés. Et si j'affiche un fichier au hasard, celui-ci.
Vous voyez, on est de nouveau sur le fichier plein. Au niveau de la X, j'ai simplement détaché le flash system et rattaché le flash system. Dans un environnement personnalisé, il y aura peut-être d'autres choses à faire. Faire un arrêt de la base Oracle, dans l'exemple de tout à l'heure, puis relancer la base Oracle, etc. C'est pour ça que, comme je vous dis, les briques de base sont les mêmes, mais il y a de la personnalisation à faire sur l'automatisation. Parce qu'au niveau du flash system lui-même, si je regarde l'historique des commandes qui ont été passées, je vois simplement, je fais un refresh, ça c'est celle de la démo de tout à l'heure, voilà, je vois simplement que l'admin AX a restauré le snapshot. Vous voyez la commande restore snapshot, et là encore, dans l'automatisme, on va imaginer qu'on ne va pas simplement faire un restore de ce snapshot, on va choisir le snapshot du bon volume groupe, etc., etc. C'est là la personnalisation. Le principe reste le même. Et en quelques secondes, vous avez vu, j'ai lancé le script, je vous ai montré les données tout de suite après, elles ont été restaurées. Et comme on est sur des snapshots, que la base fasse 2 gigas ou 40 Tera, la disponibilité des données sera aussi rapide. En moins d'1 minute, les données sont là. Bien sûr, derrière, comme je disais, il faut relancer les applications, il faut relancer la base, par exemple, etc. Donc ça va rajouter un petit peu du temps. Mais par contre, les données sont là immédiatement. Donc, ça pour la détection via la baisse, il faut qu'il y ait des flash modules. Alors en fait, le flash core module va faire une détection en moins de 2 minutes et cette alerte va remonter dans Insight très rapidement. Mais au niveau du virtualize par lui-même, vous avez aussi une détection de ransomware qui, elle, sera plus lente, mais qui sera effective. Comme disait Antoine tout à l'heure, il y a des signatures connues de ransomware et il y a aussi un certain nombre de choses qu'on va vérifier. Par exemple, des données qui prennent, dont la compressibilité change brutalement. Et tout ça, ce sont des choses qui vont remonter dans Insight, mais qui potentiellement vont remonter beaucoup plus lentement. Peut-être que vous aurez l'alerte plusieurs heures après, parce que le temps qu'il analyse, et c'est la prochaine salve d'information, qui n'arrive pas toutes les 5 minutes, elle, qui va dire « Ah, entre la salve précédente et celle-ci, j'ai une différence, il y a peut-être quelque chose ». Le FCN4 va vous permettre d'avoir une alerte beaucoup plus rapidement, puisque vous aurez l'alerte en moins de 2 minutes. Il y a une version qui supporte une version de SVOS qui arrive à détecter les ransomware. C'est à partir d'une certaine version ou... Les FCM4? Non, pour le Virtualize. SVOS, le Surwise. Oui, mais la version, c'est quelque chose comme... ça doit être en 8.5 ou en 8.6 les premières. Donc, ça fait assez longtemps qu'on a ça. On avait la détection dans Virtualize avant d'avoir les FCM4. Simplement, les FCM4, c'est quasiment immédiat. On va laisser la place aux suivants, ou si vous préférez. Et si jamais l'événement sur PowerSC, il ressemble à ça. Quand on n'y arrive pas. Tu l'avais caché? Oui, je l'avais caché parce que comme c'était la probablement. D'accord. Je pense que ça n'a pas quitté le peu sur. Tu restes avec nous? Je reste, bien sûr.